implant, une puce, à l'intérieur de mon corps, parce que je ne me sentirai plus moi-même, parce que je veux rester naturel. Eh bien, laissez-moi vous convaincre. Je prends par exemple une puce électronique que vous seriez susceptible d'implanter à l'intérieur de votre corps d'ici 10 ans. Une puce qui pourrait transmettre, surveiller à distance ma biochimie pour savoir instantanément si je suis en train de consommer trop d'aliments industriels ou si j'ai un excès de sucre. Elle saurait exactement combien de sucre j'ai dans le sang. Cette puce pourrait dialoguer avec mon portable, avec mon ordinateur, avec mon environnement et m'aider à me nourrir plus sainement. Quand j'aurai un niveau de cortisol trop élevé, mon frigo me préparera un jus de fruits sur mesure qui me rééquilibrera et m'aidera à réduire mon niveau de cortisol. Ma puce parlera à mon frigo, qui parlera à mon portable, qui me forcera à sortir pour faire de l'exercice pendant 20 ou 30 minutes afin de réduire mon cortisol de moitié. Et si j'arrive à prouver qu'en implantant une telle puce chez une souris ou un rat, ils vivent 50% de temps en plus, je pense qu'un grand nombre de gens se laisseront convaincre de l'essayer. La mort est une tragédie. Nous n'avons pas encore les connaissances nécessaires pour vivre indéfiniment. Mais en fait, on en sait déjà suffisamment pour parvenir à une étape où l'on en saura encore plus, puis pour basculer vers celle où nous pourrons sauvegarder notre mort. Ce ne sera jamais une garantie d'immortalité, mais on parviendra à un point de basculement où, grâce au progrès scientifique, nous arriverons à gagner toujours un peu plus sur le temps. On y arrivera non pas en un seul grand bond en cochant la case « je veux être amélioré par la technologie » ou pas. Ça ne se passera pas comme ça. Cela arrivera après des centaines, des milliers de petits pas. Chaque pas correspondra à une demande du marché, à une acceptation du marché. Et les gens les accepteront. Cela ne sera pas un choix radical. Est-ce que je veux être amélioré ou pas? Il y aura des millions de choix. Il y a déjà 1 million d'applications possibles pour des appareils comme celui-ci. Il y aura de même 1 million de choix pour nous à l'avenir. Et très peu de gens choisiront de ne pas y aller. Le président de la République a salué hier soir la mobilisation totale et le courage exceptionnel des soignants en première ligne dans cette crise inédite. Alors que de plus en plus d'aides-soignants, d'infirmiers et de médecins sont eux-mêmes touchés par la maladie. Bonjour Paul Barcelone. Bonjour. Le chef de l'État n'était pas venu les mains vides hier soir à Mulhouse. Il annonce un plan d'investissement massif en direction des hôpitaux. Oui, pour mieux armer les soldats en blouse blanche, Emmanuel Macron annonce un plan massif d'investissement et de revalorisation de toutes les carrières mises en œuvre une fois que la crise du coronavirus sera passée. Détails sur les montants débloqués. Le chef de l'État promet d'être au rendez-vous. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation, assure Emmanuel Macron, qui annonce également des heures supplémentaires majorées et une prime exceptionnelle, prime qui sera allouée aussi aux fonctionnaires mobilisés. Là non plus, aucun montant n'a encore été évoqué. Ces annonces, Paul, c'est précisément ce qu'attendent les soignants depuis maintenant plus d'1 an. Oui, plus de salaire, plus de moyens, c'est ce que réclament les soignants. Il y a 1 an tout juste, des mouvements de grève éclataient partout en France dans les services d'urgence. Beaucoup a été fait, pas suffisamment vite, admet Emmanuel Macron, alors que certains services sont asphyxiés, surchargés, saturés depuis le début de la crise. Bref, pour le chef de l'État, il s'agit désormais de retisser le lien avec ce qu'il appelle lui-même la première ligne des soignants qui payent parfois de leur vie. 5 médecins sont morts depuis le début de l'épidémie. Essayons de garder un tout petit peu de crédibilité et de confiance, parce qu'il y a des tas de gens qui posent les questions dont vous avez parlé, et vous avez 1000 fois raison. Non, mais il faut garder un minimum de confiance pour être unis et pour rester unis. Non, diviser pour régner n'a jamais été une solution. Non, jamais. La confiance, c'est fini. Confiance, madame, je dis à mes enfants qu'elles se méritent. Je suis désolé, madame. La confiance dans ce gouvernement, non. Vous allez avoir confiance en quoi? On peut pas dire qu'on n'a plus confiance en rien. Non, mais c'est la fin. C'est la fin. Vous pouvez pas. On peut pas. Mais enfin, depuis le début, on me dit qu'effectivement je peux pas. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Alors je vais vous dire. Il faut croire en quelque chose. Il faut donner de l'espoir aux gens. Mais pourquoi je peux pas dire ça? Mais parce que vous allez casser toute la confiance des gens et l'espoir pour les gens. Vous croyez qu'il en reste quelque chose de la confiance?
Vous croyez que Madame Buzyn, et Madame Buzyn, elle s'est souciée de ça? Donc Madame Buzyn, elle a le droit d'aller dans le monde pour dire qu'effectivement elle nous a menti depuis le début, qu'elle savait, elle a rien fait. Mais moi, j'ai pas le droit de venir dire que effectivement, on peut pas avoir confiance dans des gens qui nous mentent. Mais non, on peut pas avoir confiance. Mais vous dites aux gens de croire en quoi alors? En quoi les gens qui nous regardent, vous leur dites de croire en quoi? On a besoin de croire en quelque chose. Mais moi, je sais en quoi croire. Dans les recommandations de l'OMS. Test. Oui, mais on les a pas. Ah bah, je veux bien, mais on les a pas. Est-ce qu'il n'appartient pas à une puissance industrielle, au lieu de communiquer sur les plateaux télé et de venir effectivement donner des chiffres de morts, de se bouger les fesses 5 minutes pour les trouver cette... Regardez, rien ne vous dit qu'ils les font pas. Regardez, LVMH. LVMH a réussi en un week-end à rapatrier effectivement des millions de masques là où l'État s'est montré défaillant. Si on va s'arrêter un instant là-dessus, parce que Laurent Nunez était dans le 20h de France 2 vendredi, et il a dit qu'il n'y avait pas de problème de masque en France. Et ben, il est seul. Alors écoutez, on l'écoute et vous commentez après. D'abord, effectivement que ces masques sont indispensables pour les personnels soignants, personne ne dit le contraire. Oui, mais ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Fabrice Division. Lui, il faut le frapper. À un moment donné, il faut le frapper. On dit pas, voilà. Si, on le dit. C'est l'expression. Non, c'est l'expression, mais enfin, pardonnez-moi, mais c'est un menteur invétéré. Vous savez combien de masques ont été livrés, quand ça a été livré, dans les zones infectées, dans les grosses zones? Les 25 départements. Dans les 25 départements, 18 masques ont été livrés pour les professionnels de santé. 18. 18 par quoi? Par semaine? 18 par personne. Tout d'abord sur cette analyse, j'ai eu l'occasion déjà de vous interviewer la semaine dernière, vous n'étiez pas vraiment optimiste, vous devriez donc être d'accord avec le FMI, la récession mondiale pourrait être bien pire que la crise financière de 2008? C'est une évidence. Ce qui est triste, c'est que le FMI nous sorte ça maintenant comme s'il avait découvert le fil à couper le beurre. Franchement, on sait tous que ça sera plus fort que 2008. 2008, c'était quelque chose qui est arrivé pas du tout dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, et donc évidemment ça va être beaucoup plus fort. En 2008, vous n'aviez pas des pays totalement arrêtés comme aujourd'hui. Comme l'Italie peut l'être, comme la France qui fonctionne peut-être à 10% de ce qu'elle devrait, et que bientôt les États-Unis, ça sera pareil. Donc on ne peut pas imaginer que ça soit la même crise que 2008. C'est une simple... il n'y a pas besoin d'avoir des analyses pour ça. Alors, quelles pourraient être les conséquences selon vous? Alors, c'est vrai qu'on entend souvent, c'est peut-être des discours de la rue, mais quand même, certains crient à la faillite des banques. Vous iriez carrément jusqu'à ce genre de diagnostic? De toute façon, les banques, elles sont en faillite depuis un bon moment. Je vous rappelle que Deutsche Bank n'a pas attendu le coronavirus pour être en faillite. Or, c'était quand même une des plus belles banques européennes. Donc, maintenant, se poser la question de savoir s'il va y en avoir d'autres, oui, je vous l'annonce, il va y en avoir d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est de voir justement la réaction des marchés par rapport à quelque chose qui était attendu aussi, qui est une sorte de japonisation de toutes les banques centrales. Vous avez la Banque centrale américaine qui a annoncé aujourd'hui qu'elle faisait tapis, comme au poker, c'est-à-dire c'était open bar pour tout le monde, et donc j'achète tout n'importe quoi dans des proportions qui sont délirantes. Et donc on voit que ils ont toujours le même réflexe. On essaie de régler un problème en rajoutant de la dette, en imprimant massivement. On sait que ça ne fera rien sur l'économie réelle, mais et ça aujourd'hui, la preuve en est, on voit la réaction de Wall Street, on est presque à 5% de baisse là. On voit que ça n'a pas plus d'effet maintenant sur les marchés financiers. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le marché, il est persuadé d'une chose, c'est qu'on ne peut pas sortir de cette situation. C'est-à-dire que vous allez avoir petit à petit, comme la Banque du Japon, la Fed qui va tout acheter, qui achètera aussi des actions, qui achètera des ETF et qui remettra sans arrêt un petit peu plus d'argent parce que sinon, s'ils ne sont pas là, eh bien les marchés s'écroulent. Les banques centrales comptent-elles comme autre choix que de faire ça ? Mais c'est pas aux banques centrales quand vous,
On pouvait se poser la question en 2008. En 2008, ce qu'ils ont mis en place était nouveau. Ils ont fait un quantitative easing en disant il y a un problème de liquidité, on injecte de la liquidité, mais rassurez-vous, après ça sera terminé. Bon, on a bien vu que c'était pas terminé et que ça continue même encore 12 ans plus tard. Et on s'y remet. On a interrompu pendant quelques temps, à peine. Et puis, on s'y remet. Pourquoi? Parce que, justement, c'est quelque chose dont on ne peut pas sortir. Donc, ça n'est pas la solution. On le sait que ça n'est pas la solution. Alors, c'est quoi? C'est 2 minutes de plus, monsieur le bourreau? C'est ridicule. On va s'endetter pour des générations. And so what's happened is that because they've taught everybody that we're a democracy, which is not true, now, so then in 1913, they bring the Federal Reserve System into being. Right? And now you have this Federal Reserve System, which then in 1913 got the right to create money for the government. When before that, the government created its own money. Now the government, when it needed money, had to borrow it from this private bank called the Federal Reserve, which is a private bank owned by individuals, incorporated in Delaware. And so what happens is now the government borrows money from them to fund the government, and the government says, well, we have to pay these people interest. How are we going to pay them interest? Let's impose a tax on the labor of the American people, which never existed before, to pay the interest of the bankers. In fact, in 1980, Ronald Reagan said not one red cent of your income tax money goes to the country, all goes to Federal Reserve. Well, it was the Grace Commission report that said that not one nickel goes to the infrastructure of the country, you know. I guess Reagan quoted that. Right. And so, but the point I'm trying to make is that by creating this Federal Reserve System, the government now became dependent on these private banks for money. And they started taxing us, you see. And so now what happens is that in 35, I believe it was, Social Security started. And they gave you Social Security cards, said not to be used for identification. The Social Security number right on the card, right? And through Social Security, they started deducting money out of your paycheck. That was the first time they were ever could take money out of your paycheck, because people agreed to it because they thought it was going to their retirement fund. And so then when they instituted the income tax again, they started taking money out of your paycheck because Social Security could do it. And then they could do it again. You see what I'm saying? And so now they've even taken control of the tax payment itself. I mean, we really like you're a slave. They're Right. taking it right there when you make it. Exactly. They don't even trust the public enough to go Send them and a pay check. themselves, yeah. Right. They take it out automatically because they know people aren't going to want to pay it. So what's happened is that through the implementation of the Federal Reserve System, the government has become invested in these bankers, and they get their money from the bankers. And so then they impose a tax on us, which makes us more slaves, makes it more difficult for us to survive, right? Giving them more profits. And now what's happened is that through the Federal Reserve System, the bankers have pretty much taken control of our government. It doesn't matter Republican and Democrat anymore, because they're both the same. Neither one of them are talking about shutting down the Federal Reserve System or stopping the payment of taxes, you know, or any of the big issues that face Americans. On va détruire la monnaie. Tout ça pourquoi? I had a friend, Nick Rockefeller, okay, who was one of the Rockefeller family, and he, when I was running for governor in Nevada, he came to me, introduced himself to me through an attorney, and we became friends. We started talking about things, and I learned an awful lot from Mr. Rockefeller. And one of the things that we used to talk about was the ultimate plan of the banking industry, what they wanted to accomplish. And the goals of the banking industry, not just the Federal Reserve System, but the private banks in Germany and England, all over Italy, all over the world, they all work together. They're all central banks, and they're all part of the Communist Manifesto. You know, central banking is one of the major planks of the Communist Manifesto. We talk about America being a capitalistic country, but yet at the same time we have a central bank that plans everything for us, right? And the graduated income tax is another plank of the Communist Manifesto.
right? So right there you have two major planks of the Communist Manifesto. They've been brought in because of the Federal Reserve System, okay? So the ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one world government run by the banking industry, run by the bankers, and they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is given me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to. If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything. you sell. Everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control people. And you become a slave. You become a serf to these people. That's their goal, that's their intention. Essayons de réfléchir autrement. Je veux dire, on a vu que ça ne marchait pas maintenant. C'est pas quelque chose, c'est pas comme si c'était expérimental et que on pouvait se dire, bah peut-être que ça va marcher. Ça, on pouvait peut-être se le dire en 2008, bien que beaucoup de voix à ce moment-là disaient que ça ne marcherait pas, et avec raison. Et là, aujourd'hui, on recommence la même chose. En se disant, bah, peut-être que cette fois-ci, ça va marcher. Bah non, pas plus que la première fois. Alors, quelles seraient les solutions? Remettre tout le système à plat une bonne fois pour toutes? Ah, mais je pense qu'il faut remettre tout le système à plat une bonne fois pour toutes, oui. Parce que je pense qu'il va être temps, de changer les équipes. Parce que, excusez-moi, pour l'instant, aucun n'a prouvé son efficacité. Donc, et ça, dans tous les pays. Donc, changer les équipes et réfléchir autrement. Là, aujourd'hui, je pense que ce qu'on a quand même pu voir à l'occasion de cette crise, c'est qu'il n'y avait pas d'Europe. L'Union européenne, c'est un truc qui n'existe pas. Chacun tire dans son coin. Chacun ferme ses frontières. Pendant ce temps-là, il y en a un qui dit qu'il ne faut pas les fermer. Il y a un stock de masques qui arrive à Prague. Il le confisque. C'était direction Italie. Enfin, je veux dire, elle est où l'Europe? Elle n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui vient aider les Italiens? C'est les Chinois, c'est les Russes, et c'est même une équipe d'infirmiers cubains. C'est pas des Européens. Donc, ça n'existe pas. Donc, je pense qu'à la fin de cette crise, et heureusement, je pense que ça va éveiller tout le monde, et notamment les Italiens. Je pense que ils demanderont leur sortie de l'Union européenne, et tant mieux. Je veux dire, on voit que c'est quelque chose qui ne marche pas. Ça nous coûte une fortune, mais ça ne marche pas. C'est vraiment ces organismes européens. Ça me fait penser, c'est vache ce que je vais dire, mais ça me fait penser à la poubelle jaune de recyclage, si vous voulez, recyclage des politiques qui ont échoué dans les différents pays et qu'on recase en Europe pour qu'ils trouvent un boulot. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Les règles sont simples, mais la règle générale est plus simple encore. Et j'invite tous les salariés des entreprises qui sont encore ouvertes Restez chez vous. à se rendre sur leur lieu de travail. Il n'y a pas de contradiction. Le mot d'ordre est clair. En réalité, la chose est très claire. Nous demandons aux Français. Il faut que tous les salariés dont les secteurs d'activité sont encore ouverts de rester chez eux. Se rendent sur leur lieu de travail. Restez chez vous. Il s'agit de mesures de confinement.